Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Valentine Deloire. Bonjour. Bonsoir. Alors, vous êtes échevine des finances à Uccle, vous êtes également secrétaire général du MR, et on vous voit finalement assez peu. Dans l'interview, c'est la première fois que vous venez. Une grande première. Merci de l'invitation. Alors, on va un peu faire connaissance. Donc, je disais que vous êtes secrétaire général du MR, c'est un poste important. Vous avez un autre poste très important, assez discret, c'est que vous êtes secrétaire du comité de concertation. Donc là où les régions, les communautés et le fédéral se voient régulièrement. C'est quoi être secrétaire? C'est vous qui faites les procès-verbaux des réunions? Exactement. Quelle lourde responsabilité. Effectivement, le comité de concertation, c'est cette création du fédéralisme à la belge où tous les gouvernements se retrouvent une fois par mois, puisqu'on le sait, les politiques sont très souvent transversales. Quand on parle mobilité, on ne peut pas ne parler que de mobilité fédérale ou que de mobilité régionale. Et donc, typiquement, le comité de concertation est ce lieu où des débats, des textes également, et des accords, ça arrive, peuvent être pris. Et mon rôle en tant que secrétaire, c'est de préparer ces réunions et d'acter les décisions qui y sont prises. Mais on a parfois l'impression que c'est très tendu. Enfin, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Ça s'engueule, il y a des clashs dans ces comités de concertation? Non, parce que ce sont toutes des personnes très bien élevées autour de la table. Chacun défend évidemment un point de vue et une logique de son gouvernement. Mais je dois franchement constater qu'il y a beaucoup d'éléments positifs et constructifs. Les dernières discussions, notamment pour lutter contre les métiers en pénurie, et on sait à quel point c'est un sujet majeur pour l'ensemble de notre pays, ont conduit à des prises de position, une note qui a pu être adoptée, des mesures. Donc on est beaucoup moins qu'on ne le pense dans un jeu politicien comme certaines interviews pourraient le laisser penser. Vous êtes une personne très discrète, vous parlez peu à la presse d'habitude, donc on va faire attention à tout ce que vous dites, on va scruter tout ce que vous dites. On dit aussi, et je crois que ça c'est vrai, vous êtes une fidèle de Charles Michel, vous avez travaillé avec lui, maintenant au comité de concertation, vous travaillez toujours pour lui. Est-ce que Charles Michel 2, possible, pas possible? Possible, je n'ai pas de boule de cristal, donc il faudra voir les résultats des élections. Souhaitable, en tout cas pour ma part, oui. Je pense que ce gouvernement fédéral met en place en matière de réformes socio-économiques notamment est vraiment profitable pour le pays. Et pouvoir poursuivre sur cette voie-là, je pense que c'est un plus pour le pays. Maintenant, il faudra que les électeurs donnent le signal dans ce sens. Alors, en tant que secrétaire général d'un parti, vous organisez le parti, vous occupez aussi des élections, des nominations. Oui. Et tout ça, donc, sur vos épaules, c'est vous qui décidez de tout? J'ai une belle équipe de collègues et donc je suis loin d'être seule, évidemment, pour mener tout ça à bien. Au contraire, on a beaucoup de conseillers très compétents et dynamiques avec un pôle élection, avec un pôle politique pour les matières. Donc, je me qualifierais plutôt de chef d'orchestre plutôt que de soliste. Donc, Et vous êtes un chef d'orchestre dont on a peur? J'espère que non. J'espère que non. C'est pas ma volonté, en tout cas, parce que je crois que dans la peur, on crée rien de très positif. Moi, je mets surtout en avant l'écoute, le respect et permettre à chacun d'exprimer son talent. C'est comme ça aussi que je fonctionne au niveau de la commune en tant qu'échevin. Alors, on a parfois un peu l'impression que le MR est isolé. Il est d'abord isolé au sein du gouvernement fédéral, puisque c'est le seul parti francophone. Et alors, toutes les attaques contre le gouvernement sont toujours mal prises ces derniers temps, et par le MR et par le chef du gouvernement. Vous aussi, ça vous énerve quand on dit du mal du gouvernement Michel? En général, quand on dit du mal, ça ne me met pas de très bonne humeur, c'est une évidence. Vous savez, quand la critique est systématique, elle finit par être pesante et je pense très peu audible. Donc moi, ce que je regrette dans le débat politique actuel, c'est qu'on en soit à un échange de noms d'oiseaux plutôt qu'un échange d'arguments. Et moi, je suis prête à balayer devant ma porte et à reconnaître qu'à certains moments, pris certainement par cette pression des critiques incessantes, on peut nous-mêmes être victimes également de ces excès de langage. J'espère qu'on va pouvoir continuer à avoir des échanges argumentés plutôt que des échanges de cette nature-là, qui, à mon avis, ne grandit pas du tout le monde politique. Mais quand le Premier ministre lui-même dit que les journalistes ne commentent pas bien les chiffres du budget, ne comprennent pas... Ah non, je ne pense pas
pas qu'il ait dit. Je pense qu'il y a une sacro-sainte réalité dans ce pays, c'est que la presse a par définition toujours raison et c'est très bien comme ça. Je pense que le Premier ministre a critiqué plutôt des lobbies, notamment le CAL, pour des prises de position qu'il a estimées inexactes et contraires à la vérité. Et je dois reconnaître, pour le connaître, que quand c'est contraire à la vérité, ça peut effectivement beaucoup l'irriter et je le comprends. Mais ces associations ont répondu, vous parlez du CAL, mais il y en a d'autres, la Ligue des droits de l'homme et d'autres. On a parfois l'impression qu'il y a un syndrome Calimero qui existe au MR. On dit c'est trop injuste, c'est normal que l'opposition et que des associations qui défendent les droits humains les défendent finalement, non? Je pense qu'il y a effectivement chacun un rôle. Le gouvernement doit gouverner, l'opposition doit critiquer dans le sens positif du terme et les lobbies doivent faire entendre leur voix. Ce qui est évidemment frustrant, c'est quand on est loin de l'argumentation mais plutôt dans le slogan. Et donc dans un certain nombre de débats, on entend des contre-vérités. Et les contre-vérités, vous savez, une vraie démocratie, ça se base sur une information. On entend souvent parler des fake news. Je crois qu'on ne peut pas demander à un citoyen d'être éclairé si les informations ne sont pas données de façon juste. Et force est de constater que dans certains dossiers, ce n'est pas le cas de tous, mais dans certains dossiers, il y a de fausses informations qui circulent. C'est pour vous ce qui est le plus scandaleux, c'est quoi? Mais scandaleux, le mot est sans doute excessif, mais je vais prendre le cas de l'IVG, donc de la dépénalisation de l'avortement. Je trouve que ne pas reconnaître que c'est une avancée, que le droit à l'avortement ait été dépénalisé et soit sorti du code pénal, c'est une fausse information. C'est pas une façon de faire avancer le débat. Qu'on estime que ça n'aille pas assez loin, mais évidemment qu'on doit pouvoir continuer à en discuter. Mais on empêche le dialogue et c'est un échange de noms d'oiseaux. Et si vous voulez mon avis, je pense que les citoyens n'entendent même plus ces échanges de balles. Ce qui est bien dommage. Alors, on va voir. Il y a un autre dossier qui intéresse à la fois Bruxelles et le fédéral, c'est celui du grand stade. Hein. Alors, c'est une question importante. On a l'air de s'acheminer vers un grand stade qui pourrait être le Roi Baudouin rénové, puisque à la fois Didier Reynders et Philippe Claus ont fait des déclarations dans ce sens. Est-ce que le fédéral va prendre cette balle au bond? Je vous propose 3 réactions à cela. La première, c'est Charles Michel doit faire quelque chose. La deuxième, c'est les Bruxellois doivent prendre leur stade en main. Ou la troisième, c'est je n'aime pas le football. J'adore le football. Bon, déjà, c'est pas la troisième. Donc c'est pas la troisième. Laquelle des deux? Et je pense que c'est la première et la deuxième. C'est-à-dire que quand un dossier de cette nature-là, qui malheureusement a été mal emmanché, il faut bien le reconnaître, et n'est pas bien parti, il faut pouvoir à un moment calmer le jeu, si vous me permettez l'expression, et plutôt que par interview interposée, presse interposée, se retrouver autour d'une table avec un vrai débat. On nous a dit au début que la rénovation du stade Roi-Baudouin n'était pas possible. On entend maintenant qu'en fait, si, c'est peut-être possible. Eh bien, c'est sans doute le moment d'ouvrir un nouveau chapitre de ce dossier dans un sens constructif. Maintenant, qu'est-ce que le fédéral peut ou doit faire? On vit dans un État fédéral avec une répartition des compétences et il faudra voir comment le fédéral, peut-être par le biais du comité de concertation, peut prendre un dossier comme celui-là. Est-ce que c'est un dossier qui a déjà été traité en comité de concertation? Non, pas à ce stade, mais peut-être que ça viendra. Donc, une des entités pourrait le proposer. Tout à fait. Et vous recommandez que la région le fasse ou que le fédéral? Qui doit prendre l'initiative? C'est aussi un peu ça la question. Alors, je pense que ceux qui doivent prendre l'initiative, c'est sans doute ceux qui ont pour le moment le plus la main sur ce dossier. Et ça n'est pas le fédéral. Ça, il faut bien le constater. C'est la ville d'une part et la région d'autre part qui avait un projet. La ville dit je n'ai pas d'argent. Non, mais la région en a, c'est ça? Il n'y a pas qu'un problème. Il n'y a pas qu'un problème d'argent. On a bien vu que si le projet initial n'a pas vu le jour, c'était pas tant pour un problème d'argent que pour un problème de permis. Et justement de dialogue entre les différentes entités concernées. Donc que ceux qui détiennent les tenants et les aboutissants du dossier à ce stade puissent l'amener sur la table le plus sereinement possible, parce qu'effectivement, je crois que notre pays, en particulier notre capitale, mérite d'avoir une infrastructure sportive digne de ce nom. On a parlé du foot, mais quand on voit les résultats de nos athlètes au dernier championnat, je pense que là aussi, il faut avoir une attention particulière. Un dernier mot sur ce comité de concertation.
l'élargissement du Ring, par exemple. Là aussi, on voit que c'est une problématique entre région flamande, région bruxelloise et même commune bruxelloise. Tout à fait. Là aussi, c'est un sujet de comité de concertation. Ça peut arriver au comité de concertation, mais en général, ce genre de dossiers sont d'abord discutés entre entités, puisqu'elles ne concernent pas l'ensemble des entités fédérées. Voilà, exactement. Alors, venons-en à Uccle, hein, vous êtes échevine des finances, vous êtes au conseil communal depuis 2006, donc vous avez commencé très tôt et très jeune dans ce conseil communal. Alors, on a vu que Marc Holz est maire de longue date, pourtant candidat bourgmestre un peu déçu pour la liste des maires, a créé sa propre liste citoyenne et il dézingue le parti. Vous êtes déçu que Uccle soit un modèle aussi mauvais, finalement, d'un MR uni, alors que vous êtes la secrétaire générale? Alors moi, je ressens que le MR est uni pour ces élections communales, puisqu'on est sur cette liste emmenée par Boris Diliès, poussée par Jacques Brocchi, tous unis autour de notre projet libéral. Et c'est vrai que Marc, pour qui j'ai par ailleurs beaucoup de respect, a fait un choix personnel. Il était sans doute déçu, effectivement, qu'à un moment, on ne lui ait pas donné le strapontin qu'il souhaitait. Il n'a plus souhaité s'investir dans ce groupe. Je ne parle pas de désunion, je pense que c'est un choix personnel et qu'il veut mener à son terme, ça le regarde. Et il y avait une main tendue à un moment donné de Boris Diliès. Apparemment, il y a toujours une main tendue aujourd'hui. Toujours, je pense que les choix ont été faits dans le chef de Marc Holz, donc je ne laisserai pas entendre qu'on pourrait revenir en arrière par rapport à ça. Mais nous continuons à travailler au quotidien pour le bien de Uccle. Et je pense qu'entre gens intelligents, il y a toujours moyen de s'entendre. Je regrette évidemment à titre personnel le choix que Marc a fait, mais je le constate et voilà, il agit en liberté. En tant que libéral, je ne peux pas lui en vouloir. Oui, alors est-ce qu'on va quand même regarder de près le score à Uccle? Bien sûr. Parce que vous êtes sans Didier Renders, sans Armand de Decker. Il y a un challenge terrible là pour votre liste. Il y a un challenge. Je pense que toute élection est par définition un challenge parce que ça demande de reconvaincre les électeurs de nous faire confiance et nécessairement une équipe évolue avec le temps. Moi, je suis très très heureuse et très fière d'être sur cette liste emmenée par Boris Diliès, qui est un bourgmestre avec beaucoup d'idées, une vision, une ambition et un enthousiasme. Je suis convaincue que les Uclois en sont conscients également. Donc, bien sûr qu'on scrutera le résultat comme dans beaucoup d'autres communes, mais je ne suis pas inquiète parce que je suis persuadée que notre projet positif va continuer à convaincre les Uclois. Et l'absence de Didier Renders, il a eu tort? On dit toujours, les absents ont toujours tort. Non, je pense d'abord que Didier Renders n'est pas absent de cette campagne. Il est présent pour soutenir l'ensemble de nos listes libérales sur l'ensemble des 19 communes bruxelloises, et je l'en remercie d'ailleurs. Il a fait un choix. À l'heure où les débats sur le cumul, les responsabilités se faisaient, je le respecte tout à fait, ce choix, et je le comprends. Et je le remercie de pouvoir donner de son temps et de son engagement politique pour toutes les communes, mais je suis convaincue que les 43 candidats qui composent la liste MR à Uccle auront la capacité de faire un beau résultat. Eh bien, on verra ça. Merci Valentine Edouard. En tout cas, demain, je recevrai Cécile Jodogne. D'ici là, bonne soirée. Bonne journée demain aussi.